J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue pour la deuxième partie de l'émission Twitch sur les cryptos en général. Forcément, je vais parler du crash crypto et de ce putain de dip, ce fucking dip. Je le dis en anglais, comme ça c'est peut-être moins choquant. Le fucking dip, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On en est où? Et où en sommes-nous dans ce cycle? Où est passé l'alt season? Est-ce que c'est la fin du bull run? Bon voilà, on va aborder ces différents points, ces questionnements. Également, les ETF Spot BTC ETH de Hong Kong, une offre de BTC qui se raréfie sur les exchanges. Est-ce que ça pourrait être de bon augure? Quel pourrait être l'impact de ces nouveaux ETF? On va un petit peu discuter de ça. On parlera aussi des futures évolutions de la plateforme X. Il y a quelques informations qui nous sont parvenues cette semaine. Et puis voilà, c'est déjà un bon programme. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, activer les notifications et me suivre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la musique. Et c'est parti! Accrochez vos ceintures pour la fête foraine. La fête foraine peut-être d'ailleurs avec des montagnes russes. Russes ou pas russes hein, d'ailleurs. Là c'est plutôt Israël et l'Iran. Et des tensions géopolitiques. Alors on en a peut-être un peu marre, hein. C'est vrai, on en a marre. Un coup c'est le Covid, un coup c'est une guerre à droite, un coup c'est une guerre à gauche. Il y a toujours des catastrophes avec le marché crypto, mais là ça concerne pas que le marché crypto, c'est les marchés financiers, et même en dehors des aspects financiers. On espère que ça dégénérera pas trop tout ça. Les troisièmes guerres mondiales, généralement on n'est pas trop chaud, on n'est pas trop pour, hein. Tuer tout le monde, etc. En tout cas personnellement, ce n'est pas mon souhait. Donc on peut qu'espérer de tous les points de vue que ça se calme, et même que ça s'arrête. En tout cas, ça a sûrement participé fortement au crash qu'on a vu sur le BTC. Et je vous ai demandé, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce dip, surtout au cours du week-end qui s'est déroulé la semaine dernière. Surtout si vous regardez sur YouTube mardi. Alors vous avez fait quoi pendant ce dip? Est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous avez vendu? Ou est-ce que vous n'avez rien fait? D'ailleurs ce dip qui n'est pas forcément terminé. Si je pose ce genre de questions, je pense que vous commencez à savoir, c'est à chaque fois pour prendre la température. Ça peut être intéressant de voir ce que vous dites, et aussi comment vous le dites, comment vous le formulez. Moi je fais ça, alors déjà peut-être égoïstement pour moi, parce que ça me donne des infos. Et moi je veux avoir des infos sur le marché, des infos qui sont pas forcément à droite à gauche disponibles avec de vrais indicateurs. Il faut que je sois moi-même le thermomètre, c'est ce que j'essaye de faire, et ça peut aussi vous être utile. Et donc généralement, je fais aussi un sondage qui va avec, en posant la même question, mais pour essayer de quantifier. Et donc vous faites quoi pendant ce dip? La majorité, 56%, vous ne faites rien. Alors peut-être aussi parce que vous attendez à ce que ça baisse, ça continue de baisser, ou alors aussi peut-être que vous n'avez pas les moyens de mettre plus d'argent. Ça, c'est des raisons qu'on peut aussi comprendre et des choses qui peuvent être dites là dans les réponses aux tweets d'avant. Parce que c'est pas toujours facile, on n'a pas un budget infini et illimité. Mais il y a quand même 40% des gens qui sont acheteurs, qui avaient de la réserve et qui étaient prêts à acheter un dip, à acheter une grosse correction, parce qu'on sait que même en bull run, il y a plusieurs grosses corrections comme ça. Et il y a 3,4% des gens qui vendent. Alors on dit généralement la majorité a toujours tort, là c'est la minorité qui vend, mais je pense que là la minorité elle a pas forcément raison. C'est pas le moment de vendre ses cryptos et de dire bye bye. En tout cas je ne pense pas que le bull run est terminé, et j'espère encore moins que ce soit le cas, même s'il faut toujours être ouvert à toute éventualité. Mais si vous êtes perdu là avec le crash, dites-vous que la situation elle a pas changé. Votre budget pour investir c'est toujours le même. Les projets sur lesquels vous êtes positionné, ils n'ont pas changé non plus. Vos targets de prix pour vendre, pareil, ça ne bouge pas, vous avez les mêmes targets. Donc votre plan, c'est toujours le même. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Sauf évidemment, si vous étiez en longue, et puis en plus avec des leviers, fois je sais pas combien, et vous vous êtes fait liquider. Mais ça, c'est pas la majorité des gens qui font du trading et qui sont en longue, etc. Donc pour la majorité, là, pour vous, bah ce dip, ce crash, ça change rien. Le plan reste le même. Si vous aviez prévu, si vous attendiez une forte baisse pour investir ou rentrer sur certains projets et recharger, bah voilà, vous appliquez juste le plan. Si vous n'avez pas plus de sous, bah voilà, vous faites rien. Évidemment, ça fait pas plaisir. Peut-être arrêter un peu de regarder le wallet. Hein. Dans Xportal, par exemple, vous pouvez cacher le montant. Bah vous faites ça. Ne vous torturez pas plus que de raison non plus. Et donc voilà, pour le mindset, c'est important tout ça. Il y a aussi Willy Woo qui dit
à peu près la même chose. Ce qui compte à long terme, c'est le fondamental et l'adoption. Alors qu'à court terme, bah, c'est de la spéculation et ça peut courir un peu dans tous les sens. Effectivement, on peut être perdu, mais quand on dézoome, comme on dit souvent, bah, en fait, ça va pas trop mal. On n'est pas dans un moment qui est catastrophique. Même si c'est dur, effectivement, en particulier quand on est exposé sur des alts. On va pas se le cacher, ça fait mal au cul. Le Bitcoin domine largement et a une dominance de 55,6%. C'est le plus haut niveau de la Bitcoin dominance depuis avril 2021. C'est même monté à 56%, comme là nous en parle Titan of Crypto. Il nous avait déjà parlé de cet objectif à plusieurs reprises, il y a plusieurs mois, mais du coup la domination du Bitcoin, la BTC dominance, elle imprime un plus haut inférieur, comme on voit sur le graphique. Alors espérons que ce soit un plus haut et que ça continue pas, hein, en tout cas. Mais il y a des chances, voilà, que ça atteigne effectivement un point haut et qu'ensuite ça descende, ça parte vers le bas et que ça coïncide avec une alt season. C'est en tout cas ce qu'on espère. On espère surtout pas que la dominance du BTC continue à partir à la hausse, à moins d'être BTC maximaliste et d'avoir que ça. Bon bah sinon on souhaite quand même que la BTC dominance chute un petit peu au moins. Puisqu'on essaye de se situer dans le cycle et on essaye de savoir où on est, j'essaye de choper diverses informations à chaque fois pendant la semaine, je vous en fais part. TechDev, il pense qu'on est à mi-chemin dans le cycle. Voyons ça ici sur les graphes, on a passé la compression, il y a la flèche jaune, voilà, on se fiche, hein, comme d'habitude vous savez, des indicateurs, je m'en fiche. Faites ça comme si vous étiez un enfant, vous repérez les couleurs, et ça vous permet de comprendre où est-ce qu'on en est. Donc si on en est là, la flèche jaune sur la petite barre verte, du coup en gros on en est là, ou on en est ici. Donc on en est là, ou on en est ici. Il reste, comme je vous disais la semaine dernière, a priori il reste plus ou moins encore du temps, combien de mois, je ne sais pas, mais il reste au moins plusieurs mois en principe. Il y a autre chose qui va dans ce sens-là, une autre analyse de Titan of Crypto. Il nous parle de l'indicateur William R, je sais pas trop quoi. En gros, c'est quand cette ligne noire touche la ligne ici en pointillé, on a une petite pastille verte. Et quand ça fait ça, voilà, sur le dernier cycle, on avait une belle impulsion haussière. Sur le cycle d'avant, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est ça forcément? C'est pas forcément corrélé, hein. C'est pas parce qu'il y a ces indicateurs qui correspondent à ce moment-là, effectivement ça monte, mais c'est pas pour ça que quand ça a lieu, que ça va monter pour autant. Par contre, ça donne l'impression effectivement qu'on est, encore une fois, à la moitié du cycle, comme disait également TechDev. Un autre point pour parler de cette correction en cours, on est dans une correction ou est-ce qu'on est dans un range entre les 60 000 et les 70 000 $, je sais pas trop. Mais ce que nous fait remarquer CryptoCoin, non c'est même pas CryptoCoin, hein, c'est juste CryptoCon, il nous parle de l'EMA 20 semaines. En fait, sur les cycles, l'EMA 20 semaines, c'est le trait bleu. Le trait bleu là. Et pour que la hausse et le bull run soient sains, pour que la période haussière dure le plus longtemps possible, aille le plus haut possible, idéalement il faut retester l'EMA 20 semaines. Donc il faut que ça retouche le trait bleu, comme c'est arrivé plusieurs fois au cours de ce cycle 2016-2017, ça a retouché plusieurs fois le trait bleu, alors que sur le dernier cycle, eh bien ici là ça avait touché le trait bleu, mais derrière ça n'avait plus retesté l'EMA 20 semaines. Et effectivement peut-être qu'on a eu un cycle qui est allé moins haut qu'espéré, les gens attendaient les 100 000 $, on est allé jusqu'à 69 000, il me semble de mémoire, et ça n'avait pas retesté le EMA 20 semaines. Donc, est-ce qu'il faudrait que ça reteste le EMA 20 semaines? En tout cas, à titre indicatif, comme nous le dit CryptoCoin, le EMA 20 semaines, si on doit la retester, elle est à 55 600 $. Peut-être qu'on va ranger encore quelques semaines, que le EMA 20 semaines va remonter tout doucement pendant ce temps-là, et que ça va toucher, et à ce moment-là, ça pourra rebondir et repartir à la hausse. Bon, c'est un scénario parmi d'autres, voilà, je vous dis ça en tant que complet non technicien de l'analyse technique, voilà, je suis nettoyeur de surface de l'analyse technique, si vous voulez. Je n'y connais rien, enfin rien, faut pas abuser non plus, mais c'est pas ma spécialité et je m'en fiche un peu de tous les indicateurs. Par contre, en cumulé, voilà, je vous ai déjà dit, ça permet peut-être de percevoir des choses, si on les met bout à bout. Titan of Crypto, là, il nous dit ces derniers temps, et c'est plutôt vrai, et il y a pas mal de gens qui disent peut-être qu'on reverra pas d'alt season, surtout avec cette BTC dominance qui monte, qui n'en finit plus, qui nous surprend.
Et c'est alt season qu'on attend désespérément. Alors il nous dit là d'après son analyse technique, quand il y a 2 bougies mensuelles haussières suivies d'une consolidation, eh bien derrière il y a une montée en puissance. Bon, grosso modo, il nous dit avec ses indicateurs qu'on est dans une consolidation au niveau des alts, on est dans ce rectangle jaune, on stagne, même ça peut baisser, ça peut faire mal, mais a priori c'est une question de peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, avant d'avoir une alt season. Une autre analyse où il nous dit finalement les cycles, c'est pas si difficile à appréhender et à comprendre, puisque là un thème aussi de cette vidéo que je vous fais, c'est d'essayer de se situer dans le cycle. À chaque cycle, quand on dépasse le plafond, là sur le BTC, on a au moins 5 mois de bougies vertes, de bougies haussières. Et c'est des bougies de 2 mois. Donc ça fait pas mal de temps. Mais d'après lui, d'après sa théorie, sûrement le sommet du cycle, le top, devrait intervenir à la fin de l'année 2024. Bon, il dit ça là, mais sur une autre analyse, je l'ai vu parler d'un top en 2025. Donc ça peut dépendre, des fois il dit pas toujours la même chose. C'est pour ça qu'il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit et toutes les analyses. Mais si on regarde effectivement là son plafond, quand on le passe, derrière, il y a 5 bougies haussières, c'est des bougies de 2 mois, même si sur la route et sur le chemin, il peut y avoir des bougies baissières. Donc on a vu ça sur les précédents cycles, on en serait ici, on viendrait de dépasser le plafond, seulement une seule bougie de 2 mois, donc il nous resterait encore du temps, voilà, comme toujours, a priori de ce qui ressort là depuis quelques temps, il nous reste du temps, ce n'est pas terminé. Ne désespérez pas, malgré la période de dip et de doute à chaque fois qu'il y a des corrections comme ça. Maintenant je vais vous parler de plusieurs trucs qui sont positifs aussi, comme la plus grande banque fédérale d'Allemagne, la LBBW, qui proposera Bitcoin et des services de garde de crypto pour répondre à la demande croissante des entreprises. Alors ça c'est bien, je vais pas m'attarder. Il y a aussi une entreprise japonaise qui s'appelle Metaplanet et qui se la joue à la microstratégie. Ils viennent d'acheter pour 6,5 millions de dollars de Bitcoin. Ça risque de s'accélérer ce genre de choses. Donc ça, c'est 2 choses. La banque d'Allemagne, la plus importante, qui va proposer du BTC à ses clients, aux entreprises, des entreprises qui mettent du BTC dans leur trésorerie, ça contribue encore à la demande sur ce marché, il y a l'offre et la demande, ça contribue à la demande de BTC. Il y a aussi à Hong Kong des ETF spot BTC et ETH qui ont été approuvés, donc ça aussi ça devrait contribuer à une hausse de la demande de BTC. Dans quelle proportion, je ne sais pas, et je vous ai d'ailleurs posé la question, est-ce que vous pensez que la validation de ces ETF du côté de Hong Kong, est-ce que ça va avoir une incidence positive sur les prix? Et j'ai un peu regardé vos réponses, et tout le monde n'est pas d'accord, et chacun a des arguments dans un sens comme dans l'autre. Mais au global, si on quantifie, vous êtes près de 60% à penser que oui, ça va avoir une incidence positive, 20% à penser que non, et 21% à avoir aucune idée. En gros, dans ceux qui pensent que ça va pas avoir tant d'influence que ça sur les prix, l'idée c'est que il n'y a pas tant de monde que ça du côté de Hong Kong, il n'y a pas tant d'habitants que ça, donc ça va pas avoir une incidence particulière sur les prix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là on parle de fonds d'investissement chinois, qui sont pas forcément seulement à Hong Kong, et ça donne la possibilité à plein d'investisseurs, pas seulement hongkongais, et pas seulement des particuliers, mais aussi aux entreprises, et des entreprises chinoises, ça leur donne la possibilité d'investir dans ces ETF. Et ces ETF, ils vont être ouverts d'ici le 30 avril, donc prochainement, ça n'a pas encore démarré. Et ça pourrait apporter jusqu'à 25 milliards de dollars de liquidités supplémentaires pour les crypto-monnaies, donc sur le BTC et sur Ethereum. Voilà, ça pourrait être quand même sympa, je sais pas sur combien de temps, mais quand même, ça devrait contribuer à l'augmentation de la demande. Il y a des pubs qui sont faites dans les rues de Hong Kong, certaines pubs qui ont été vues sur des écrans géants dans les rues. Là également, je ne fais pas le tour de toutes les publicités, mais il y en a eu plusieurs. J'ai vu aussi en Thaïlande, il y a eu des publicités qui ont été faites autour du halving. Donc en Asie, ils sont assez réceptifs aux cryptos. Vous vous souvenez déjà, il y a quelques mois, on disait le bull run viendra d'Asie, etc. Peut-être en tout cas qu'il pourrait avoir un rôle à jouer, peut-être via ces ETF. Et avec ces idées d'offres et demande, une demande toujours plus forte, selon Bybit, les plateformes d'échange centralisées pourraient être à court de Bitcoin dans les mois à venir. La semaine dernière, je vous disais qu'il y avait 1,7 million de BTC disponibles sur les exchanges. J'ai vu aussi un autre chiffre, peut-être que ce serait 2 millions, mais voilà, plus ou moins 1,7, 2 millions de BTC disponibles. Et avec la tendance actuelle, on pourrait se retrouver
à sec et à court de BTC d'ici les prochains mois, peut-être d'ici 9 mois. En tout cas, d'après ses prévisions, ses analyses, quand on regarde la demande déjà actuelle, si on se dit avec la demande qu'il va y avoir encore en plus, s'il n'y a plus de BTC, que va faire le prix ? Offre et demande, bon bah je vous laisse deviner, hein. Je vous disais déjà ça la semaine dernière, a priori ça devrait faire augmenter le prix du BTC, si on rajoute peut-être en plus le halving, je sais pas. Mais je vous ai demandé une autre question, pour prendre la température, à votre avis le dip il va durer combien de temps? En tout cas si ça doit monter par la suite, comme on voit avec tous les trucs positifs, le dip c'est une opportunité aussi, hein. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et donc à votre avis ça va durer combien de temps le dip? Voilà, comme d'hab, je prends la température, je regarde vos réponses, et puis je fais un sondage. Et d'ailleurs, des fois, les réponses du sondage vont dépendre de vos réponses à la question dans le tweet précédent, pour essayer de mieux cibler, de mieux faire mon sondage, et mieux quantifier. Eh bien, vous êtes une majorité, près de 45%, à penser que ce dip va durer quelques semaines, ou dure quelques semaines. Au moment où vous voyez la vidéo, il dure déjà depuis plus d'une semaine. 23% à penser que c'est seulement l'affaire de quelques jours, donc a priori, si c'est le cas, ça devrait presque être terminé le dip, surtout si vous regardez là sur YouTube. 20% à penser que ça va durer plusieurs mois, et carrément il y a 11% qui pensent que c'est terminé, le bull run, c'est fini, et on part en bear market. Je sais pas si c'est sérieux ou si c'est du troll, je pense pas du tout. À la limite, quelques mois, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas encore plusieurs mois comme ça sur des prix bas ou voire à baisser encore. Mais comme la majorité, je me situerais peut-être sur les quelques semaines. Et dans les réponses que vous avez données ici, plusieurs d'entre vous ont parlé de la fin du mois de mai, peut-être plus ou moins par là. Ça pourrait être ça pourrait me sembler cohérent. Mais évidemment, vous me l'avez dit aussi, évidemment personne ne le sait. Mais c'est pas parce que personne ne le sait qu'on peut pas essayer de donner notre avis, et au final, le sentiment global, et ce que font la totalité des gens, ça aboutit à un résultat. Donc prendre l'avis de plein de gens, ça peut-être nous donner une idée. En tout cas du comportement et de la psychologie des gens. Et vu que c'est la psychologie qui guide les marchés, voilà aussi pourquoi je prends la température comme ça. Maintenant, je passe au sujet de X, la plateforme X anciennement Twitter. Doge Designer nous dit 23 sur 50. Une jauge remplie à 46% pour X Payment. Il nous parle très probablement du nombre de licences bancaires dans les États US. 50 comme le nombre d'États aux États-Unis, et donc 23 licences bancaires. Est-ce qu'ils devront attendre d'être à 100% et d'avoir des licences dans tout le pays pour lancer X Payment? Je ne sais pas. Mais bon voilà, c'est en train de progresser. Et on n'en sait toujours pas plus concernant l'Europe, que dalle, alors que X est aussi présent en Europe quand même. Mais bon, on verra que nous réserve le futur de X. Elon Musk confirme, X facturera à tous les nouveaux utilisateurs une somme modique pour publier sur le réseau afin de lutter contre la prolifération de bots. Il a parlé de ça dans un tweet, pour freiner l'assaut incessant des bots, surtout que maintenant avec l'IA et les fermes de trolls, vous savez les captcha pour prouver qu'on est bien un être humain et qu'on n'est pas un robot, les IA sont capables de passer ça facilement. Donc il y a beaucoup de bots. Et cette idée d'utiliser une somme modique pour publier des tweets, pour écrire des messages, c'était une idée qu'avait Elon Musk au tout début, avant même de racheter Twitter, quand il parlait de racheter, et en fait il parlait d'utilisation de la blockchain à ce moment-là. Du coup, là, même s'il n'a pas parlé de blockchain, ça pourrait correspondre à l'utilisation de la blockchain. Laquelle, je ne sais pas, ne me faites pas dire Multiversix, mais si on parle de quelques coûts, finalement presque de transactions au moment de publier un tweet, ça peut correspondre à l'utilisation de la blockchain pour lutter contre les bots. Autre point sur X, on va avoir le retour de Vine. Alors, peut-être si vous connaissez pas Vine, ça a disparu de Twitter il y a longtemps, mais c'était sur Twitter. C'était des petits formats de vidéos, des vidéos courtes, et c'était quelque chose, je crois, qui était plutôt apprécié des utilisateurs de la plateforme. Il y a eu un utilisateur ALX qui a demandé Vine, ou je sais pas, qui a fait un tweet en disant Vine bientôt, soon. Donc, est-ce que ça va être relancé bientôt sur X, Vine? Le compte X officiel de la plateforme X a dit possiblement. Et en fait, on sait, il y a eu un truc qui a fuité, un screen qui a fuité des avancements, je sais pas, qui sont faits dans la partie non visible de X, dans le développement de X. On a vu ça, donc un petit logo comme pour voir des vidéos dans le Media Tab. Alors peut-être que ça pourrait effectivement bien annoncer l'arrivée de Vine. Il y a Elon Musk aussi qui semble bien confirmer ça, que Vine est
inévitable, il a répondu que ouais. Donc Elon Musk confirme le retour de Vine sur X, le retour des vidéos avec des formats courts, et ça va concurrencer les réels d'Instagram, les shorts de YouTube, ou sur TikTok, vous savez, les vidéos, les courtes vidéos, qui défilent, et on peut en regarder à l'infini sans cesse. Ça va aussi être présent sur X, du coup. Autre chose que je vous signale rapidement, que je peux trouver intéressant, c'est Chainlink qui présente son nouveau bridge Transporter, l'application qui permet de déplacer des actifs à travers 8 réseaux. Donc voilà, une sorte de bridge à travers plusieurs blockchains. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Moi d'ailleurs, à titre personnel, quelque chose que je suis en train de me dire, un des narratifs dont personne ne parle, ce sera peut-être l'interopérabilité, finalement. Mais on verra. Espérons en tout cas, l'interopérabilité, c'est quelque chose qui facilitera sûrement l'adoption de masse, et qui rendra les choses moins compliquées, et autre chose qui rendra les choses moins compliquées, comme là avec la plateforme DIDX, qui souhaite faciliter l'accès à son DEX au plus grand nombre, en intégrant l'authentification par email ou le social logging, en utilisant les comptes X, Google ou Discord. Donc ça, c'est de l'account abstraction, c'est comme si on était un utilisateur du Web 2, mais en se connectant au Web 3. Je pense que c'est aussi des choses nécessaires et des avancées importantes, donc c'est bien que ce soit fait. Je terminerai là-dessus, l'émission sur les cryptos en général, c'est terminé, en tout cas pour cette semaine. On se retrouve comme d'habitude voilà, sur X, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, même sur X, vous pouvez activer les notifications partout, et puis vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, et salut à tous!